La semaine dernière, aujourd'hui j'ai donné un cours ce matin. Quand je suis venu, il y a des femmes qui m'ont dit on a révisé ce que j'ai dit la semaine dernière, il y a un truc qui n'était pas clair, qui dit moi aussi j'ai révisé, moi aussi j'ai révisé. Alors, je leur ai dit un chidouche. Je leur ai dit le chidouche que je vous dis maintenant, c'est un chidouche de la fille du Khatam Sofer. En général, on vous donne des cours avec le Khatam Sofer. Là, je vais vous dire un chidouche de la fille du Khatam Sofer. Il a écrit dans le Perek Shira, qu'on récite de temps en temps quand on a besoin de Yeshuot, il écrit qu'un jour, il écrit qu'il y a un des animaux qui s'appelle le Tziporet Akramim. Tziporet Akramim, c'est une espèce de sauterelle comme ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Shir la ma'alot. Et ça, ena yele harim, ma'en yavo ezri. Je lève les yeux dans les montagnes, d'où va venir mon aide? Mon aide va venir d'Hachem. Et la fille du Khatam Sofer, elle dit qu'à rapport. Pourquoi c'est ça le chant qu'elle récite? Quel rapport avec Shir Ma'alot et Tziporet Akramim? Alors elle a dit, petit pilpoul, qui est très joli, elle dit, écrit dans la Gemara, dans Shabbat la Tzadik, que quelqu'un qui veut devenir Chacham, qui veut une ségoula pour bien retenir son étude, pour bien comprendre son étude, et bien l'une des ségoulottes, c'est de prendre le sang de la Tziporet Akramim et de l'étaler sur le front. D'accord? C'est une ségoula. Mais c'est pas une ségoula qu'on raconte aujourd'hui ou quoi. C'est une ségoula qui provient de la Gemara. C'est-à-dire que c'est une ségoula qui est vraie. Donc quand quelqu'un veut devenir Chacham en Torah, ils prennent le sang de la Tziporet Akramim. C'est quoi la Tziporet? C'est une espèce d'oiseau comme ça, petit animal. Et comme ça va l'aider à devenir Chacham. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. D'accord? Maintenant, les Maaseh, la Tziporet Akramim, elle dit à Kadosh Baruch Hu, attends. Moi, ça me plaît pas cette histoire-là. Je veux bien que les gens ils viennent Chachamim, mais pas à mon dépend. Bon, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi Me'ahin, la valeur numérique de Me'ahin? Faites-le calcul s'il vous plaît. C'est pas Aïn, c'est Mem, Aleph, Yud, Nun. Ah, c'est Aleph. Yud, Nun. 170. Non. Le Nun, c'est combien? Nun, 50. Est-ce que tu me racontes là? Hein? 80. 101. 101. Me'ahin, c'est la gematria de 101. C'est quoi 101? Il y a écrit dans la Gemara dans Chagiga Daftet. Vous entendez? Écrit dans la Gemara de Chagiga Daftet. Eno dome mi shechozer al pirko mea pe'amim et mi shechozer mea ve'echad. Celui qui étudie 100 fois, c'est pas comme celui qui étudie 101 fois. Ça veut dire que 100 fois c'est bien, mais 101 fois c'est mieux. C'est-à-dire que pour devenir un talmid chacham, ça ne suffit pas 100 fois, il faut 101 fois. Alors elle s'est pour être Akramim, elle va à Kadosh Baruch Hu et elle lui dit écoute à Kadosh Baruch Hu. Moi je veux bien que l'homme il devienne talmid chacham, mais pour ce faire il y a deux possibilités. Soit il a qu'à réviser 101 fois, soit il a pas envie de se fatiguer, il prend du sang, il met sur le front. Mais c'est pas ça moi que j'aimerais. C'est pour ça qu'elle vient à ce moment-là, elle dit Kadosh Baruch Hu. Et ça elle arrive, mais Aïn Yavo Ezri. Mon aide doit provenir de 101. C'est du fait que les gens, au lieu de commencer à faire des ségoulottes complètement ridicules, et ben, qu'ils essayent de s'investir pleinement dans l'étude de la Torah, qu'ils révisent 101 fois, et là comme ça, les Hashem, et ben, ils retiendront leur étude en nous laissant notre vie tranquille. C'est joli, non? La fille du Khatam Sofer qui a dit ce hidouche. Mais Aïn Yavo Ezri. Et au passage, puisqu'on est dans les Gematriot, dans Masret Chagiga Tosfot Rid, l'un des Rishonim, ils disent d'où on sait que c'est bien d'étudier 101 fois. D'où on sait? Il dit parce que écriva Chochma, Me'ahin Timatse. La Chochma, d'où est-ce qu'on va la trouver? Me'ahin, Gimatria 100. La Chochma, de 101, on va la trouver. Donc là, vous voyez que de faire des révisions, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est ça qui permettra de retenir. C'est ça qui prouve qu'on est attaché à la Torah. Que même quand on connaît, ben on révise encore, pour être encore mieux, pour connaître davantage, pour pouvoir accomplir. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. On a dit dans les halachot brachot que trois conditions pouvaient faire qu'un aliment devienne mésonote, qu'un pain devienne mésonote. Les trois conditions, la première c'était niloche, qu'il ait été pétri avec du sucre et tout type de choses. La deuxième condition, c'est qu'il ait été fourré avec quelque chose dedans, du chocolat, de quelque chose de sucré. Salé, on avait expliqué exactement. Troisième condition, c'est quoi? Qu'il soit croquant. Là, c'est pourquoi? Pour que quoi? Ne pas rejeter. Pour que ce soit mésonote. D'accord? C'est clair? Oui. Maintenant, la question qui se pose va être la suivante. C'est quoi exactement cette histoire du croquant? Une chose est sûre, c'est que si je prends une baguette et que je la mets dans un toaster jusqu'à ce qu'elle devienne croquante, ça restera à moitié. Ce pain qui a été peint, qui était depuis le début peint,
qui restera à motzi. Donc de quoi on parle ici? On parle d'une pâte à pain qu'on a pris en tant que pâte, qu'on a introduite dans le four, jusqu'à ce qu'elle devienne croustillante. C'est ça le but. Le but final, ultime, c'était d'obtenir une pâte qui était croustillante. Ça, Rachamim considère ça comme étant un gâteau. Pour vous donner un exemple, ma femme, quand elle a du temps, elle le fait. Là, elle n'a pas eu le temps, donc elle ne l'a pas fait. Mais si une fois elle a du temps, je l'amènerai. J'aime bien amener ça aux élèves pour qu'elle goûte. Il y a, vous savez quoi, les grissini, là, les trucs qu'on trempe dans le Nutella? Alors, ces grissini, c'est quoi? Ma femme, elle m'a dit. Je le fais à la maison parfois. C'est une pâte à pain. C'est-à-dire que la même pâte de chalot, c'est exactement la même pâte. Bidiouk, la pâte à pain. Simplement, au lieu de faire des chalotes, elle fait des espèces de petits ronds comme ça qui sont assez fins. Elle met ça au four. Elle le sort quand c'est croustillant, pas quand c'est chala. Et pas chaude, ça sort meilleur que ceux qui vendent là, je truc une nuit, là, je sais pas comment ça s'appelle. D'accord, meilleur que ça. Ça veut dire que vous voyez d'ici une démonstration. Que quelque chose qui peut être une vraie pâte à pain, d'accord, une vraie pâte à pain, et ben peu importe, une vraie pâte à pain, tu la laisses longtemps au four, ça devient quelque chose qui est comme un petit peu comme un dessert, quelque chose comme ça. Alors, vous avez compris? Ouais, si on laisse plus longtemps. Ce que vous faites au fond là, toutes les deux. Vous écoutez ou pas? Ouais. Je me vois préoccupé par je sais pas exactement quoi. Si on laisse ça. Même si c'est à la fin d'une tranche de pain. Quoi? Même si c'est encore la fin d'une tranche de pain. Ouais, la forme peu importe. Il faut faire même la forme d'une tranche de pain si vous voulez. D'accord? Maintenant regardez, moi je vous pose une question. D'accord? C'est Rachel vous ça? Je pose une question Rachel. C'est quoi le meilleur exemple, l'exemple typique du pain qu'on a fait devenir croustillant? Donnez-moi, réfléchissez bien, dites-moi l'exemple, le meilleur exemple que vous puissiez donner. Attendez, on a Rachel. Hein? Il n'y a pas la chirelle? Si vous dites, c'est quoi le meilleur exemple? Ouais. D'accord, c'est pas mal comme exemple. Moi je vois un exemple plus Yiddishkeit. Le pain grillé Un exemple plus quoi? Les Plus toasts. Yiddishkeit, plus toranique. Les toasts. Hein? La question c'est donnez-moi un exemple de ça, de quelque chose qui aurait dû être à moitié, que c'est une pâte à pain, mais qui, puisqu'il est croustillant, eh ben, c'est pas forcément à moitié. Le pain grillé. Je vous donne un exemple thoraïque. Un exemple. La manne. Bien, bien. Pourquoi la tarte c'est thoraïque? Moi je vous. C'est quoi Thoraïque? Ah, je vais pas vous donner la réponse. Mais ça veut dire quoi ça? Un bébé. D'après la Torah. Esther Chaya, je vous donne un exemple. Un exemple d'une pâte à pain, quelque chose qui aurait pu devenir du pain, que comme on l'a fait en sorte de faire croustillant, ça devient maisonneux. Un exemple thoraïque. Vous faites maison sur la pizza? Quand c'est fait maison. C'est fait maison et que c'est croustillant, mais il faut vraiment l'avoir fait croustillant pour que ça soit croustillant. Vous dites, vous dites. Comment? Vous dites. Ça rime en plus, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit un exemple de pâte à pain, mais ça devient maisonneux à la fin. C'est bon? Oui, il va pas. Bon, allez, on va jouer au pendu, alors je vois que vous ne le savez pas. On va jouer. Excusez-moi pour la caméra, Nérila. Voilà, le pendu, vous commencez. La maille? Non. Matin? Voilà. J'ai déjà dit là. Ah, non, j'ai pas entendu. Matin, Nérila. Mais en plus, elle est motivée. Nérila, j'ai pas entendu. Elle est motivée. Alors, C'est vous bon. voyez, c'est bon? Là, je vais vous montrer. Mais ça reste Je suis motivé fatigué, à c'est pas grave. Alors, le meilleur exemple, c'est quoi? On va faire. Le meilleur exemple, c'est quoi? C'est la matzah. Pourquoi la matzah, c'est un très bon exemple? La matzah, mais ça raconte, c'est une pâte à pain. Vous avez quoi compte que la matzah, c'est une pâte à pain? La matzah, c'est une pâte à pain. Simplement, on la rentre au four. Bon, on la laisse pas gonfler, mais ça peu importe. Il y a du pain qui n'est pas gonflé. Les pizzas non plus, c'est pas gonflé. On fait à moitié. La pizza, la matzah, c'est une pâte à pain. Sauf qu'on la met au four jusqu'à ce qu'elle devienne croustillante. Donc si je vous pose la question, c'est quoi l'exemple typique du pain qui est devenu maisonneux parce qu'il est resté longtemps dans le four? C'est la matzah. Dans une seconde, on va arriver exactement dans les détails. Voilà, vous allez me dire la matzah, c'est à moitié. On va arriver à ça. Mais logiquement, la matzah, c'est censé être maisonneux. C'est une pâte à pain que tu laisses au four et que tu laisses longtemps. Maintenant, halakha les maaseh, je vais vous dire. Halakha les maaseh, les poskim sfaradim, ils disent que la matzah, c'est maisonneux. Le seul moment où ça devient à moitié, c'est pendant Pessah. Les Ashkenazim, eux, ils disent que la matzah, c'est à moitié pendant toute l'année. Alors, il faut comprendre ici deux choses, au moins. Première chose qu'il faut comprendre, c'est si on a dit que l'une des trois conditions, c'est croustillant, et qu'effectivement, la matzah, c'est le moins qu'on puisse dire qu'elle est croustillante. Donc, pourquoi les Sfaradim, ils font pourquoi les Ashkenazim, ils font à moitié? Première question.
Pourquoi les Ashkenazim toute l'année, si maintenant j'amène un Ashkenaz d'Amatza, il fera un motzi? Pourquoi? Deuxième question, pas moins forte. Les Sfaradim, pourquoi ils se contredisent? C'est quoi? Pendant le Pessah, tu fais un motzi, pendant le Pessah, c'est quoi cette histoire-là? Si c'est du pain qui est croustillant, si je vous amène aujourd'hui un cracker, que je sois Pessah, pas tant, Pessah c'est Chametz. Si on vous amène quelque chose, elle n'a pas que pendant une certaine période c'est un motzi, pendant une certaine période c'est maison. Donc voilà les questions que je vous pose. Je répète la question. La matzah, logiquement, c'est censé être un motzi. C'est censé être maisonnote. Il n'y a aucune raison de dire que c'est un motzi. La matzah, c'est une pâte à pain qu'on a laissée au fond, ça s'appelle croustillant. Shulchan Aruch, Siman Kuf Samechet, écrit explicitement que l'une des trois conditions qui peut transformer un pain en maisonnote, c'est justement ça. Donc, double question. Venez, on commence par les Sfarad, après on parle des Ashkenaz. Première question. Pourquoi les Sfarad, ils font pendant toute l'année maisonnote? Ça, c'est pas une question, ça aurait compris. Normal. C'est l'une des trois conditions. Mais la question plus problématique et dramatique, c'est quoi? Pourquoi ils font pendant Pessah à Motzi? Qui est-ce qui peut me répondre? Il n'y a pas de pain pour faire moti pendant Pessah. On va pas faire moti sur autre chose que de la matzah et vu qu'on va faire des repas avec moti. Si maintenant j'ai très faim et que j'ai rien à table à part de l'eau, je ferai un moti sur mon eau? Mais non, mais parce que c'est une pâte à pain de base. Et vu qu'il faut faire un moti sur une pâte à pain et qu'on ne peut pas faire sur du pain normal. Il a fait tout le monde est d'accord avec Aurélia? Ouais. Aurélia, tout le monde est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord. Ben, il a fait, c'est bien, vous êtes perspicace dans votre Hachem, c'est exactement ça. Ça veut dire, je vous explique en d'autres termes. Le B40, toute l'année, j'ai du pain. J'ai du pain à table, j'ai du pain à table, dans la boulangerie, j'ai du pain, je peux avoir du pain comme je veux. Maintenant, quand ton pain, il occupe la place du pain, alors le gâteau, il occupe la place du dessert. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que logiquement, pendant l'année, quand je veux du pain, j'ai du pain. Et quand je veux un petit hors d'œuvre, eh ben, un petit dessert, eh ben, j'achète un gâteau. D'accord? Maintenant, pendant Pessah, il n'y a pas de pain. Parce que le pain, il est interdit. Donc, qu'est-ce qui fait office de pain? Avec quoi je vais accompagner mes salades et mes trucs? Et qu'est-ce que je vais manger quand j'ai faim? Comment je fais? À Pessah, il n'y a pas de pain. Donc, ce qui vient remplacer le pain, c'est la matzah. Donc, pendant tout Pessah, puisque ton pain, c'est ta matzah, comme vous avez dit, puisque ton pain, c'est ta matzah, ben ta matzah, ben, elle devient comme du pain. Et donc, c'est un motzi. De la même façon que toute l'année, sur le pain, tu fais un motzi, sur le gâteau, tu fais maisonnote. De la même façon à Pessah, sur le pain, ça veut dire la matzah, qui est le pain de Pessah, en plus on l'appelle lechem ani, ben dessus, tu fais la bracha. Maintenant, elle dit quelque chose de très vrai, Odélia, et je pense que c'est important que vous compreniez ça. Comment on appelle dans la halakha les gâteaux? Comment ça s'appelle? Ouga. Dans la halakha, je ne parle pas en ivrite moderne. Dans la halakha, comment on appelle ça? On fait le pendu ou c'est pas la peine? Pendu. Pataba. Ah, Békisné. Ouais, pataba, békisné. C'est quoi pataba, békisné? Comment ça on appelle ça? Les gâteaux, peu importe lesquels, ça s'appelle pataba, békisné. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas abba, békisné. Alors, kisnin, ça vient du hachon kosses, ça vient du hachon kissim, toutes les explications elles sont vraies. Moi, ce qui m'intéresse ici, je retiens en présentation sur le mot pâte. Comment on appelle des gâteaux dans la halakha? Pâte. C'est quoi pâte? Pâte, c'est du pain. Oui? Pâte, en hébreu, c'est-à-dire du pain. Donc, tu vois que les gâteaux s'appellent du pain. Simplement, c'est un pain spécial. C'est un pain qui est tellement spécial qu'il est plus à moitié les maisonnotes, mais c'est un pain. Donc, c'est pour ça que c'est pas très choquant, comme elle dit Odélia, que pendant Pessah, tu considères que ce pain-là, qui en général est un pain qui est dessert, là c'est un pain qui est normal. Même plus précisément, si vous mangez 216 grammes de gâteau, faites-moi aussi, quel rapport moitié c'est sur le pain? Quel rapport? C'est quoi la réponse? Les gâteaux, si c'est du pain, c'est d'une certaine façon du pain. C'est pas du mensonge de faire birkat Amazon sur les gâteaux. Maintenant, les tilas, les brachas, la plupart des poskim, etc. Donc moi, je veux maintenant, Bezrat Hashem, comprendre bien cette halakha avec vous. Vous êtes d'accord avec moi? Que le pain c'est pataba bekisné? Que le pain, que la matzah c'est comme du pain? La matzah c'est comme du pain pendant Pessah. Il a fait. Après Pessah, aujourd'hui, je veux manger de la matzah. Maintenant, j'ai un vrai pain. Mon vrai pain, c'est un motzi. Je reviens avec le principe que la matzah, c'est mon gâteau. Le gâteau, tu fais maison. Je vous pose une question. Vous allez voir que le fait qu'on ait bien compris, grâce à Odélia, maintenant, vous allez comprendre plein de choses. Quel bracha on fait sur la matzah? Motzei Pessah. Ça veut dire, Pessah, ça finit un mardi soir. Mardi, en journée, vous avez mangé de la matzah. Vous habitez en Israël. Exprès, je vous dis ça. Vous habitez en Israël. Mardi, vous êtes Sfarad. Donc, après Pessah, en principe, vous devez faire mes sonates. Mardi soir, il faut le faire, parce qu'en général, les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est d'arrêter de manger de la matzah. Mais imaginons, je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas encore fait une indigestion. Mardi soir, Pessah est terminé, vous voulez faire votre mélavé matzah avec de la matzah.
Quelle bracha vous faites dessus? Qui est-ce qui peut me dire? À part Odélia. Maisonnette. Odélia, je sais ce qu'elle veut dire. Hein? Maisonnette. Qui a dit Maisonnette? Pourquoi Maisonnette? Parce que la mitzvah de la matzah en soi, c'est à Pessah. Et que c'est. On fait motif dessus parce que c'est le pain de. Voilà. Alors que toute l'année, on n'est pas censé en manger. Donc, Ok. donc vu qu'on n'a pas la mitzvah dessus en soi, on fait maisonnette. Vous êtes d'accord, Aura, avec ça? Ouais. Oui. Simcha, vous êtes d'accord? Ah, Simcha, c'est maintenant que vous n'étiez pas là. Vous êtes d'accord ou pas? Tout le monde est d'accord? Non, pas la Simcha, vous êtes d'accord? Moi, je suis pas trop. Hein? Parce Moi, qu'on je a suis- récupéré notre pain, tu vois. Donc vous êtes d'accord avec elle, donc? Non, on est pareil. Donc vous êtes d'accord? Alors je vais vous dire, vous avez oublié une précision. Je vous ai dit qu'on habite en Israël. Il faut attendre la. Vous allez dire ça change quoi? La farine. Un chéri, vous voyez c'est quoi la différence? Non. Ça change quoi sur Israël ou en France? Je vais vous dire c'est quoi la différence. Ça donne de la farine. Non, ouais, non, pas que ça. En Israël, je vais vous dire, peut-être que vous n'avez jamais encore vécu de Pessah ici. Ah, ça finit plutôt en Israël. Non, c'est pas ça. En Israël, Il n'y a pas de en Israël, quand on vient de finir Pessah, Ah oui, il n'y a pas la farine. si vous voulez faire des mouflettes, parce que vous êtes marocaine, vous pouvez, si vous avez mis de la farine de côté avant Pessah. Et quand on parlera des de Pessah, si c'est moi qui vous en parle, je vous explique qu'il n'y a pas de problème de garder de la farine de côté, c'est pas comme le pain, etc. Mais c'est pas mon sujet maintenant. Par contre, vous voulez acheter du pain à Motsei Pessah, il faut aller faire la queue à Angel, et la queue elle va depuis Angel au moins jusqu'ici. Donc autant ne pas manger de pain, non c'est une blague quand c'est jusqu'ici. Mais je veux dire que c'est une vraie queue. Une vraie queue, il faut vraiment être un adepte du pain, avoir vraiment langui le pain, pour faire dessus la bracha de la Motzi. D'accord? Mais c'est cette histoire. Un jour, il y a le directeur de Coca-Cola qui a été voir le Rav Yitzhak Yosef, pour avoir acheté Israël. Il dit, Kvad Arav, je peux vous demander un service? Le Rav dit oui. Il dit, moi j'aimerais bien qu'on rentre dans le Birkat Amazon, dorénavant, un petit quelque chose pour Coca-Cola. On dit merci Hachem d'avoir créé Coca-Cola, ou un truc comme ça, un truc. Le Rav Yitzhak il regarde avec tout son sérieux, il lui dit, mais on ne peut pas, c'est impossible. Le Birkat Amazon a été institué tel quel, c'est pas question de rajouter une lettre. Il dit, Rav, regardez, je vous donne 100 000 shekels. Vous mettez dans votre poche, personne n'est au courant, s'il vous plaît. Instituez que dorénavant, vous êtes le Rav Arashi. Maintenant, on rentre un petit mot sur Coca-Cola. Même 100 000 shekels, je suis désolé, je ne peux pas. L'autre dit, bon, allez, on va aller jouer à un autre jeu. Regardez, dorénavant, tous les maasrot que Coca-Cola va gagner, on le donne dans le Olam HaYeshivot. Parce que c'est des... Alors, on va dire, Olam HaYeshivot, ce que tu veux, donne-moi plus que le maaser, je ne peux pas. Je ne peux pas, on ne peut pas. Mais qui se retrait, il insiste, le Rav Yitzhak, il dit, on ne peut pas. Dans le Birkat Amazon, qu'on remercie Hachem, on ne peut pas rajouter un seul mot. Le Boam, il est déçu, il s'en va. Il dit, ce Rav Arashi, là, vraiment. Il dit, mais il y a un truc qui m'intrigue. Combien Angel, ils ont été prêts à lui payer pour qu'on rentre le pain dans le Birkat Amazon? D'accord? Alors, en tous les cas, le pain, c'est à Pessah, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain. Maintenant, le Motsei Pessah, c'est très dur à trouver du pain. Disons qu'il n'y a pas de pain. Motsei Pessah, il faut faire des queues. En général, le pain que les gens ramènent à la maison, il est tout chaud, parce que vraiment, il vient d'être fait. Et il faut attendre longtemps. L'homme, un matin déjà, vous vous levez à 7h du matin, dans toutes les makolotes, il y a déjà du pain, des pitotes, il n'y a pas encore tous les pains compliqués, mais il y a déjà du pain. Donc le soir, si vraiment vous voulez manger du pain et que vous n'êtes pas folle d'aller faire la queue pendant 2 heures à Angel, eh ben vous aurez du pain, vous n'aurez pas. Donc c'est quoi le pain? Pas pour une raison ilkhatite, mais pour une raison technique, pratique, c'est quoi? C'est la matzah. Donc je prends le risque d'être en marloquette avec vous, dites, et de dire que Motsei Pessah, si on est en Israël, si on est en France et qu'on mange le pain des goïms ou que je sais pas quoi, c'est encore autre chose. Il y a du pain, tu descends en bas, tu vas acheter. Mais en Israël, où il est hors de question de manger, où il n'y a pas de pain. Donc, bon, si vous me dites que vous, par exemple, vous avez gardé du pain au congélateur, que vous avez vendu, que vous avez voulu vous reposer sur la vente, même pour le vrai pain, chose qui n'est pas conseillée du tout, mais disons que vous avez voulu vous reposer sur ça, alors effectivement, Pessah est terminé, vous récupérez votre vrai pain. La matzah revient avec ça. Maintenant, vous savez où est-ce que c'est une question très très maasite? Ça arrive quelquefois, l'année dernière, je crois il y a 2 ans, c'est arrivé, que Pessah, ça se termine un vendredi soir. Ça veut dire que Pessah est terminé, on est plongé directement dans Shabbat. Donc, même si tu es en France, tu ne peux même pas aller acheter du pain, puisque tu es en Israël. Puisque tu passes de Pessah à Shabbat. Tu passes de Yom Tov à Shabbat. Vous comprenez la situation? Donc là, même les gens les plus bizarres, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font leur repas de Shabbat avec des matzot.
Il y en a qui sont encore plus bizarres, ils vont se faire exprès laisser des chalotes avant Shabbat dans le congélateur, faire une embrouille pour que la vente elle s'arrête à Shabbat, et après Shabbat ils vont récupérer dans leur congélateur, et puis ils vont manger dans du chat permis pour... Il y a des gens qui sont très très attachés à leur pain, donc je ne sais pas exactement combien ils vont faire un bricadabrant pour pouvoir se récupérer leur pain. Mais en tous les cas, en situation normale, d'accord, la situation c'est comme ça. Que quoi que dans ce cas-là, les gens, même en France, ils ont que de la matzah. Donc leur pain c'est la matzah. Donc quelle bracha ils font sur la matzah? À moitié. Donc maintenant on a tout compris Baruch Hashem grâce à Odélia. Chazak. Maintenant, moi ce que je veux comprendre c'est autre chose. Pourquoi les Ashkenazim ils font à moitié toute l'année? Bizarre. Les Sfaradim, on a eu du mal à les comprendre, vous nous avez aidé. Les Ashkenazim. Comment ça? Ils sont marqués, mais c'est pas une khumra. C'est une khumra de faire un moitié. C'est un truc qui est maisonnote. Tu fais des brachas les matins, tu fais des brachas en plus. Un bracha que vous dites. Myriam, Léa, que vous dites. Hein? Vous savez pas? Vous savez? Comment vous appelez? Léa. Si vous dites, c'est pas? Déborah, Déborah. Déborah, si vous dites. Vous n'avez pas d'idée? Vous n'avez aucune idée? Mais s'il considère qu'une fois dans l'année c'est en guise de pain, mais alors toute l'année aussi il peut. Ça va exactement affiner un petit peu ça s'il vous plaît, Anna. Je sais pas, non, c'est-à-dire si une fois dans l'année on peut considérer qu'il peut remplacer le pain, on va faire moitié dessus, alors on peut considérer que toute l'année aussi on peut faire moitié dessus. C'est ça, ça veut dire, je vais vous dire, eux-mêmes, le Rav Vosner par exemple, qui est l'une des sommités du monde ashkénaze, il dit c'est un peu bizarre, hein, nous les ashkénazes qu'on fasse à moitié, un peu bizarre. Mais comment on explique ça? On explique ça comme vous avez dit exactement. Ça veut dire, on a un peu de mal à dire qu'un aliment, pendant une période de l'année, il est à moitié, pendant une période, il est mésolé. On a un peu de mal. Ça veut dire, c'est difficile d'accepter ça. Donc eux, ils disent Ashkenazim, puisque pendant la période de Pessah, eh ben, c'est devenu à moitié. Ben ouais, c'est resté à moitié. Voilà. Les matzot, elles restent à moitié. C'est difficile, je dis, c'est difficile à comprendre. On peut essayer de le dire en termes, je comprends que c'est un peu dur. Et après, on peut pas faire des là pour ne pas dire qu'une fois oui, une fois non. C'est comme ça. Les Ashkenazim, ils disent, dès lors qu'il y a eu ce qu'on appelle dans le lachon des yeshivot une chalot, c'est pas le terme qu'on peut dire chalot sur les matzot. Mais en Ashkenaz, on appelle ça une chalot. C'est-à-dire, dès lors que la bracha d'Amotzi est tombée sur ces matzot, et ben voilà, c'est Amotzi, ça restera Amotzi. Ça, c'est l'opinion de Ashkenaz. Donc les Ashkenazim, c'est comme ça qu'ils font. Ça a l'air. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Il y a un rave qui s'appelait le Rav Mordechai Eliyahu. Vous avez bien entendu parler. Alors lui, il a dit un psaque. Je vous demande de l'écouter. Je vous demande pas trop de le retenir. Écoutez bien. Je vous explique pourquoi. Le Rav Mordechai Eliyahu, qui est donc un grand Rav Sfarad, lui, il a eu un grand chidouche. Lui, il dit comme ça. Toute l'année, c'est maisonnotes, ça on a compris. Pessah, c'est à moitié, ça on a compris. Pour l'instant, il dit comme tout le monde. Là où il vient dire un grand chidouche, il dit entre Pessah Rishon et Pessah Sheni. Vous savez qu'il y a Pessah Rishon à Tetouan Nissan, il y a Pessah Sheni un mois après. À l'époque, c'était pour les gens qui étaient impurs, le Pessah Rishon, ils avaient besoin d'aller se purifier pour pouvoir ramener le korban, tatata. Donc entre Pessah Rishon et pendant Pessah Sheni, pendant tout un mois, ça reste à moitié. Et après Pessah, ça deviendra maisonnote. Vous comprenez, vous entendez, vous acceptez, comment vous réagissez à ce sac? Mais aujourd'hui ça marche plus parce qu'aujourd'hui c'est plus un mois pour ceux qui ont raté. Aujourd'hui on a plus ce concept de Pessah Sheni. Parce qu'aujourd'hui de toute façon on n'a pas de korban et il n'y a pas de pur ou impur. Oui, donc aujourd'hui ça marche plus, mais autant d'avant peut-être que ça marchait parce que justement en un mois il n'y avait pas le temps d'aller chercher le pain. Vous n'avez pas le temps? Ils ne pouvaient pas prendre le pain en un mois. Pendant un mois, ils ne pouvaient pas boire. Bah, s'il est en chemin et qu'ils ont pris de la matière. C'est pas qu'ils sont de chemin, c'est qu'ils sont impurs pour amener le korban. Pendant ce mois-ci, ils pouvaient manger du pain. Et après, dès que Pessah Sheni arrivait, là, ils mangeaient de la matzah à nouveau. Mangez pas de pain, ils mangeaient ça à Pessah. Hein? Ceux qui étaient impurs, ils mangeaient de la matzah à Pessah, mais ils ne mangeaient pas de korban. Et à Pessah, et quand Pessah Sheni arrivait, eh ben, ils faisaient le korban, ils s'étaient purifiés, ils avaient été au mikveh, ils avaient le temps de se purifier, ils faisaient le korban, ils mangeaient de la matzah. Hein? Qu'est-ce que vous dites? La question c'est est-ce que vous comprenez ce psaume du Rav Mordechai Eliyahu? Rav Mordechai Eliyahu il dit je suis d'accord avec les Sfaradim qu'en général pendant l'année c'est maisonnote. Je suis d'accord avec les Sfaradim que c'est à moitié pendant Pessah. Mais moi je rajoute que depuis Pessah Rishon jusqu'à Pessah Sheni c'est à moitié. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous acceptez ça? Non? Vous comprenez pas? Alors, pourquoi vous comprenez pas?
Parce que c'est bon du faire. Ouais, le pain. C'est la vie. Exactement. C'est-à-dire, si on comprend ce qu'elle dit tout à l'heure, Olénia, ben on comprend plus le sac. Pourquoi? C'est pas Stam qui me dirait à Katouk à Pessah, le pain, la matzah, c'est un motzi. Auquel cas tu dirais, ouais, entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, il y a tout type de hashpaot dans le ciel qui sont en relation avec Pessah, machin. Quel rapport? Le problème, c'est un problème technique. J'ai pas de pain, donc ma matzah, c'est mon pain. On aura mon Lechalé, on est d'accord qu'entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, on va manger du pain. Chez lui à la maison, il y avait des pitotes pendant cette période-là, il y avait du pain, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc quel rapport? Parce qu'on est entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, quel rapport avec un motzi? Pourquoi ça serait un motzi? Si on est dans les chot brachot, on n'est pas dans les chot maintenant, hashpaot, de kabbalistiot, vous comprenez? Donc c'est un psak qui est extrêmement difficile à comprendre. Moi pendant longtemps j'ai lu ce psak que je ne comprends pas. Et après, il y a ce psak qui a été rapporté par un sefer qui s'appelle le Vezot Abracha. Il y a un livre, un rav qui habite à Arnov, qui a été écrit sur les chot brachot, qui s'appelle Vezot Abracha. Et dans ce livre, le rav il amène cette opinion-là du Rav Mordechai Eliyahu. Maintenant, ce qui était intéressant, juste pour la petite histoire, c'est qu'un jour, le Rav Ovadia il a sorti son livre sur les halachot brachot. Il s'appelle Chazon Ovadia sur tout Bishrat. Là-bas, il a ramené l'opinion du Rav Mordechai Eliyahu et il l'a descendu. Là, je descendu avec beaucoup de sévérité et de virulence. Et du coup, ça a fait une grande marloquette. Genre, il a parlé un peu comme ça méchamment du Rav Mordechai Eliyahu. Ça fait une grande marloquette. Top. Maintenant, moi la vérité, j'étais d'accord avec le Rav Ovadia sur le psak. Je n'arrive pas à comprendre le psak du Rav Mordechai Eliyahu. J'ai eu beau parler avec ses enfants et leur demander qu'ils m'expliquent, machin, ça tient pas tellement la route ce qu'ils disent. Ils vous disent, premièrement, les Ashkenazim disent que c'est un motzi. Je dis, tu veux dire que c'est un motzi toute l'année. Deuxièmement, ils donnent des arotes qui sont, à mon avis, ne tiennent pas tellement la route. En tous les cas, le Rav Ovadia s'est mis en colère, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand le Rav Mendelboim il a ressorti le Vezot Abracha, une nouvelle édition, avec quelques rajouts, quelques machins, je me suis dit, ça m'intéresserait de voir. Est-ce que ça figure encore ce psak du Rav Eliyahu? Parce que le Rav Eliyahu a changé d'avis finalement. Je regarde, c'est parti aux oubliettes. Je dis, c'est bizarre. Et au début, il a écrit son opinion, ça a fait. J'ai appelé le Rav Menemo, en tout cas, j'avais 2 ou 3 sujets desquels je voulais parler avec lui. Et après, je lui ai dit, dites-moi, vous n'avez pas mis l'opinion du Rav Mordechai ou quoi, il a changé d'avis? Puis non, je ne sais pas si il a changé d'avis. Je ne l'ai pas mis. Il dit, parce que moi, je ne veux pas que mon livre, ce soit une source de marloquette. Il dit, j'ai vu qu'à cause de mon livre, il y a eu des grandes disputes entre Rav Ovadia et Rav Mordechai. Moi, je ne veux pas que mon livre, ce soit une source de marloquette. J'ai beaucoup aimé il était prêt à enlever. Il y a des gens, ils auraient dit au contraire. Maintenant, même les gens qui jusqu'à présent ne connaissaient pas son livre, grâce à ça, maintenant, ça, ils ont entendu parler du livre. Mais moi, putain, moi, je ne veux pas que mon livre soit source de marloquette. Il a retiré ce truc. En tous les cas, pour ça, je vous dis, s'il y en a une d'entre vous qui me dit, moi, je fais tout comme le Rav Mordechai Eliyahu, ça, il vous dit de faire un motzi, lui, il y croit, donc le faites. Mais si vous ne faites pas comme Rav Mordechai Eliyahu Bedavka, je ne vous conseille pas de faire un motzi, en tout cas, ça va, je parle. Ashkenaz, cette année, vous aussi. Hein? C'est quoi la raison? De quoi? Rav Mordechai Eliyahu? Ouais. Je vous dis, voilà, c'est un ajout une chouchouka de plusieurs choses. Que premièrement, les Ashkenazim toute l'année, ils font. Donc moi, je dis pas toute l'année, mais juste pendant un mois. Deuxièmement, parce que voilà, entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, tu vois, à Pessah Sheni, les gens ils mangeaient de la matzah. Donc, tu vois qu'il y a un rapport. Je sais pas, les trucs qui, moi personnellement, ça me parle pas, c'est ça. D'accord, en tout cas, voilà, je ramène malgré tout, parce que c'est intéressant. Ensuite, parce que Abeliaou, c'est pas vraiment grave. Donc, bien qu'on ne comprend pas son sac, je le ramène quand même. D'accord? Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. Au passage, il y en a une fois qui m'a dit, il y en a un qui m'a dit, sa belle-mère elle lui a demandé, elle lui dit, dis-moi, tu fais comme le Ben Ishraï toi, la halakha? Il a dit oui. Il dit, tu fais un motzi sur la matzah entre Pessah Rishon et Pessah Sheni. Il dit non, t'importe le Ben Ishraï. Les gens ils ont une tendance, le Rav Mordechai Eliyahu il faisait tous ses psakim comme le Ben Ishraï. Ça veut dire, quand il y avait une marloquette entre Shpraham et Ben Ishraï, le Rav Mordechai Eliyahu il faisait comme le Ben Ishraï. Donc les gens d'un coup ils pensent que tout ce que Rav Mordechai Eliyahu disait, c'est que c'est le Ben Ishraï disait. Ça c'est pas vrai, Ben Ishraï à aucun moment il dit qu'entre Pessah Rishon et Pessah Sheni on fait un motzi. Rav Mordechai Eliyahu il dit, mais pas le Ben Ishraï. Ben Ishraï dit pas non plus l'inverse, mais il dit, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ça c'était le point que je voulais vous dire. Maintenant, donc on a compris la matzah, quelle bracha on fait? Oui, un point important, et ça les gens ils n'y pensent pas. En France, je sais pas si c'est très fréquent, en Israël, ça commence à devenir fréquent. Pendant Pessah, ils font des matzot rakot. Vous avez déjà rencontré ce phénomène-là? C'est des matzot, sauf qu'elles sont croustillantes. Elles sont un peu molles comme ça. Un peu comme des pitotes, plus fines encore que les pitotes. Et c'est des matzot. Bon, c'est des matzot très cachères, hein, avec tous les dourim, pendant 18 minutes, machin. Maintenant, qui a dit que les matzot devaient être solides? Peut être molles. Ils ont une chita comment faire pour qu'elle soit molle et bien qu'elle soit bien cuite, il faut qu'elle soit cuite, les matzot. Mais ils se sont arrangés pour faire des matzot rakot.
Maintenant, ces matzot racontent, là, les gens ils vont penser, ils vont dire attends, les Sfaradim sur la matzah, après Pessah, ils font maisonot. Les gens ils vont faire maisonot. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Ils ont tort. Mais ça, personne ne peut leur expliquer, à part une personne qui a bien compris tout ce cours-là. C'est pas stam les matzot, c'est maisonot. C'est ce qui fait qu'une matzah est maisonot, c'est qu'elle est croustillante. Tu la mets au four, elle soit croustillante. Si elle n'est pas croustillante, c'est du pain c'est à moitié. C'est bon, vous avez compris? Donc on a compris, Baruch Hashem, maintenant, vous avez maintenant pu répondre à toutes vos questions. Quand vous êtes dans votre cuisine, que vous préparez des chalotes, ou des gâteaux, ou des grissini, ou des shbedim, ce que vous voulez. Tout ce que vous préparez, maintenant vous savez, c'est quoi la halakha, quel bracha on doit réciter, tout ce qui est dans le phénomène, dans le domaine du gâteau et du pain, vous savez exactement quel bracha il faut réciter. Si on fait griller du pain, ça devient grave. Si vous prenez du pain, ça je l'ai dit tout à l'heure, prenez du pain qui est pain, et vous le faites griller, il restera pain, ça restera à moitié. Ça je vous ai dit, mais je vous le répéterai, si vous voulez on fera un petit cours sur ça. Le pain, c'est très difficile de lui faire retirer son statut. Du pain, je ne parle pas d'une pâte à pain qu'on laisse au four jusqu'à ce que. Une pâte à pain, vous avez vu, on a 3 façons très faciles de transformer une pâte à pain en maisonnote. Vous mettez dans du chocolat, vous refermez, vous mettez au four, ça y est, c'est devenu. Mais du pain qui est déjà pain, vous achetez une baguette au supermarché, du pain qui est déjà pain, vous voulez le transformer en quoi? En maisonnote. Qu'est-ce qui se passe? C'est très difficile. Donc vous savez pourquoi les Français ils mangent de la baguette? Tsar pat, c'est quoi? Tsar pat. D'accord? Hein? Même crouton. Si vous prenez du pain qui est pain et que vous le faites crouton, il restera à moitié. Voilà. Si vous prenez le pain et vous le mettez dans une soupe, etc., c'est là. La façon dont on peut retirer le hamotzi d'un pain, dans certaines conditions très précises, c'est de le tremper dans une soupe très chaude, etc. Si vous voulez, les attachés, ne vous inquiétez pas, on reparlera de ça. Mais en tous les cas, c'est comme ça. Vous prenez du pain, vous mettez dedans du chocolat, vous le refermez, il restera à moitié. C'est que si tu prends une pâte à pain et que tu mets dedans du chocolat, ça peut se transformer. C'est là, on a compris? Voilà, le premier sujet, Baruch Hashem, d'Hilchot Brachot, est terminé. Avec succès. Je suis sûr que si je vous fais un mifran là, vous saurez 100% y répondre. N'oubliez pas malgré tout de faire vos 101 révisions. Je pense qu'on en était aujourd'hui à la deuxième, avant que vous en ayez fait. Bezrat Hashem. Maintenant, on passe au deuxième sujet des D'Hilchot Brachot. Un sujet qui est assez parallèle, en ce sens où on va aussi traiter du problème du pain. Un sujet qui est encore plus fréquent que le problème des gâteaux et du pain. Un sujet qui, s'il est bien compris, Bezrat Hashem, vous retiendrez pour toute votre vie. Et que s'il est mal compris, vous allez complètement vous embrouiller. Donc on va bien le comprendre, Bezrat Hashem. Le sujet est le suivant. Qu'est-ce qui est inclus dans la bracha du pain? Je m'explique. J'ai fait un motzi sur du pain. Un repas de Shabbat, un repas de semaine, j'ai fait un motzi. Maintenant on m'amène du couscous, du riz, des gâteaux, de la glace, des fruits, des machins. Qu'est-ce qui est inclus par la bracha de hamotzi? Qu'est-ce qui n'est pas inclus? C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est inclus par le hamotzi? Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Et donc ça va changer beaucoup de choses. Quand on m'amène un truc à manger, je dois faire bracha ou je dois pas faire? On m'amène un dessert, je dois faire ou je dois pas faire? On m'amène une glace, je dois faire ou je dois pas faire? C'est ça le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Avec le pain. C'est à moitié. Tout ce qui se passe avec le pain, c'est inclus par le hamotzi? C'est quoi qui accompagne le repas? Les salades. Donc vous dites tout ce qui vient accompagner le pain, c'est inclus par le hamotzi. C'est bien, vous avez 50% de la réponse. Le chocolat aussi alors. Non, pas les exemples. Ah, pourquoi? Parce que le chocolat il peut se manger avec du pain. Il peut se manger, mais si vous prenez une salade de chocolat, Avec du pain, avec le pain. Ça se fait peut-être Ah, d'accord. Alors peut-être que vous aussi. Regardez, il y a deux conditions qu'il faut retenir. Ah, je finis d'écrire. Voilà. Ah, juste, c'était quoi la fin de patava? Des kismin. Des kismin. Kismin. Je l'ai écrit. Merci. Maintenant, regardez. Quand on a fait un repas sur le pain, moi je veux d'abord que vous compreniez la différence. Le pain, comme je vous l'ai fait comprendre dans la blague du Rabbi Yitzhak Yosef, le pain, c'est le roi des aliments. D'accord? On va parler comme les enfants, parce que comme ça on comprend bien, parce qu'on est tous un peu des enfants. Le pain, c'est le roi des aliments. C'est qui le roi des boissons? Le vin. Quoi, le coca? Non, pas la blague, là où est la blague? Le vin. C'est quoi? Le vin? Quand tu fais la bracha sur le vin, ça quitte toutes les boissons. Pourquoi dans certaines conditions, pourquoi ça quitte toutes les boissons? Parce que le vin, c'est la boisson importante. C'est quoi l'aliment important? C'est le pain. D'accord? Donc le pain, c'est le roi des aliments. Ça veut dire que, logiquement, la bracha du pain, elle est censée quitter tout. Mais après, Guy fait. Maintenant,
Non, enfin pas, parce que le vin, c'est le roi des boissons. Maintenant, regardez. Quand j'ai fait une bracha, donc le pain, le pain, c'est l'huile essentielle du repas. C'est lui qui introduit le repas, et c'est lui qui va m'accompagner pendant tout mon repas. Donc, logiquement, tout ce qui fait partie intégrante du repas, vous connaissez le principe, on en reparlera très en détail de Ikar Metafel. Quand j'ai quelque chose qui est principal, quelque chose qui est secondaire, on fait la bracha sur le principal et ça acquitte le secondaire. À Ikar, Poter et Tatafel. Oui? Vous connaissez ce principe? Le Ikar et les Poter et le Tatafel. Donc vous avez maintenant le pain, c'est lui le Ikar. Après, ce qu'on mange pendant le repas, c'est Tafel ça au pain. Donc ça, c'est le principe de base. Le Hamotzi, il va acquitter le reste, parce que le Hamotzi, c'est l'huile principale. Maintenant, pour que je considère que les aliments que je vais amener, ils soient secondaires au pain, il faut quand même qu'il y ait un petit rapport entre les deux. Alors le rapport, vous l'avez justement dit, le premier rapport c'est quoi? C'est ce qui vient pour les lafettes et ta pâte. D'accord, vous me direz, Alona, quand est-ce que je peux effacer? Ah oui, c'est bon. Écrivez-le d'abord. Ah, ça. Donc, premièrement, ce qui vient, les lafettes et ta pâte, c'est quoi les lafettes et ta pâte? Accompagné. Accompagne le pain. Tu mets de la chouchouka sur ton pain, et bien la chouchouka elle est incluse par le pain. Ça tu comprends, c'est logique. C'est logique de dire que ça c'est secondaire au pain, que c'est accessoire au pain, que ça vient au service du pain, tous ces termes sont clairs. Deuxième chose que vous m'avez pas dit, c'est quoi? Il faut qu'on l'a qu'il soit à côté, non? Non, pas forcément. Qu'est-ce que vous avez dit? Ok. Ce qu'il a écouté quand tu Pense à la guider. Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi le truc? Abba, Léas, Bia. Ah, ça va. Voilà, et ça, c'est l'une des conditions qui est très importante, que vous n'avez pas mentionné, qui est très importante. Ce qui vient pour rassasier, ça veut dire quoi? Le but du pain, c'est de manger un repas. Le but du repas, enfin pour certains, c'est d'être rassasié. Donc si le but du repas, c'est d'être rassasié, tout ce qui vient pour me rassasier, il rentre dans le cadre du pain. Il rentre dans le jeu, dans la logique du pain. Le pain, il est là pour un repas. Ce qui vient, soit pour accompagner le pain, soit pour rassasier, ça fait partie intégrante du repas. Donc, quand vous allez vous poser une question sur un aliment précis, et on va donner des exemples, et on va essayer de réfléchir ensemble à un certain nombre de points. Si je vous pose la question, sur tel aliment, il faut faire la bracha ou il ne faut pas faire? La réponse, vous devrez vous demander. Si ça vient soit pour accompagner le pain, soit pour rassasier, ça entre dans le cadre du pain, et donc c'est acquitté par la bracha du pain. Venez, on donne tout de suite 2-3 exemples. Quand j'ai de la chouchouka, la makbouba, c'est comme vous voulez. Oui, qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, vous savez cette histoire du Marocain, je l'ai déjà raconté? Du Marocain de la Marocaine qui va passer les QI, là. Vous savez, c'est quoi les QI? On appelle ça les... Ouais, les examens. Les examens, comment ça s'appelle? Les quoi? Intellectuel. Ouais. D'accord, donc il y a une Marocaine qui va passer des examens comme ça. Ah, le QI. QI, là. Oui, le QI. Coefficient, voilà. Intellectuel. Quotient Voilà. intellectuel. Donc vous savez comment ça se passe? J'ai oublié le terme. En tous les cas, donc il y en a une comme ça, une Marocaine qui est en train de passer les QI. Donc on lui pose plein de questions. Alors l'une des questions c'était quoi? Il y a une table sur laquelle il n'y a que 3 pieds. Et la question c'était, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'elle répond? Les salades. D'accord? En tous les cas, les maasé, donc les salades, ça vient pour accompagner le pain. Donc si ça vient pour accompagner le pain, et ben c'est pas tout. Tu peux pas faire shakol ou adama ou je sais pas quoi sur ta tchoukchouka. Vous avez compris ça? Ça c'est ce que vous avez dit vous-même. Maintenant, je vous amène du couscous à table. Vous faites la bracha sur le couscous ou pas? Non, Le couscous, il vient pas accompagner le pain, vous mangez pas votre pain. Oui, mais ça rassasie. Ça vient pour rassasier. Pour rassasier, donc ça vient dans la même logique que le pain. Le pain il vient pour rassasier, le couscous il vient pour rassasier. Khazak, c'est acquitté. À la fin du repas, on amène une pomme. Un fruit. C'est pas La pomme, Tu devras faire la elle vient pour rassasier. Donc si la pomme ne vient pas ni pour rassasier, ni pour accompagner le pain, faut bien faire. eh ben, on fait la bracha. Pourquoi? Ça vient ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pas plus compliqué que ça. Oubliez un petit peu les définitions trop rapides qu'on dit. Sur les desserts, on fait, sur les machins, vous allez voir que c'est pas assez vrai. Faut pas retenir ça. Faut retenir, s'il y a l'une de ces deux conditions, à savoir que ça vient soit pour accompagner le pain, soit pour rassasier, on ne fait pas la bracha. S'il n'y a aucune des deux conditions, on fait la bracha. Donc, vous avez déjà ici la réponse à énormément de questions. Beaucoup de questions, plein de choses. Le riz, pas la bracha, ça vient pour rassasier. Le poisson qu'on amène à table, ça vient pour rassasier. La viande, ça vient pour rassasier. Les salades, ça vient pour la plupart d'entre elles pour accompagner le pain. Après, vous allez voir, on va parler de certain nombre de cas très précis.
Mais ça, c'est le principe. Oui. C'est comme de la nourriture, ça vient pour rassasier quand même. Non, c'est du gourmandise, ça passe. Puisque c'est pas ça le but, ça rentre pas dans le cadre du pain. Le pain, il vient pour le repas. Repas, c'est rassasié. Le dessert, Tout ce qui est amandes, pistaches, tout ça, c'est rassasie, ça rassasie. Pas compris. Les amandes et tout ça, ça rassasie. Les amandes, je vais arriver à ça. Je parle pas des amandes qu'on met en apéritif. Ça, on va y arriver. Là, je parle en fin de repas. On vous amène une pomme. Je vous ai dit amande, je vous ai dit pomme. Pas la pomme. Pomme en fin de repas. D'accord. Maintenant, regardez, vous inquiétez pas, on parlera de tout ça. Le pamplemousse qu'on a dans le début de repas, on parlera de tout ça, vous inquiétez pas. Moi, je veux pour l'instant qu'on aille doucement et qu'on présente les principes urgents à connaître. Donc, le principe qui va nous occuper pendant tout ce chapitre-là, c'est est-ce que ça vient soit pour accompagner le pain, soit pour rassasier. Si ça vient pour les deux raisons, il n'y a pas de bracha à faire. Pour l'une des deux raisons, il n'y a pas de bracha à faire. Pour aucune des deux raisons, il y a une bracha à faire. C'est clair? Donc, en d'autres termes, mais j'aime pas cette phrase, sur les desserts, on fait la bracha. Parce que les desserts, ça vient ni pour rassasier, ni pour accompagner le pain. On t'amène une mousse de chocolat, ça vient ni pour rassasier, ni pour accompagner le pain. On t'amène un bonbon, ça vient ni pour rassasier, ni pour accompagner le pain. Donc voilà. Maintenant, je vous pose une autre question. Pendant le repas, mais n'oubliez pas les principes. Pendant le repas, vous avez fait nos cabotzi, vous voulez boire un verre d'eau. D'accord? Nous voici. Faites la bracha dessus ou pas? Non. Ne dites pas ce que vous avez toujours appris. Dites-moi la logique. On n'a pas bu beaucoup. Parce que ça accompagne le vin. Ça accompagne le repas. On devrait le vin, Ça accompagne le repas? Bah oui. ça nous permet de. Ça nous vient permet pour de rassasier alors? Oui. Pas ça rassasie? Non, elle a dit que l'eau c'était une des seules choses qui Ça rassasie pas. Non, mais ça accompagne le repas. Pas que On l'eau. mange, on n'est pas vraiment rassasié. De boire. Oui, si on n'a pas bu d'eau, il y en a qui. Mais on a pris le vin c'est une boisson. Hein? Le vin, c'est une boisson. Le vin quoi? C'est une boisson, on avait pris pour le kidouche. Alors c'est un peu toutes les boissons. Très bien. Mais là, c'est justement ce qui est très important, vous n'avez pas quitté Stam comme ça. Vous avez raison, c'est moi qui vais vous poser. Qu'est-ce que vous dites? Si on n'a pas bu d'eau, on n'est pas vraiment rassasié. Hein? Si on n'a pas bu d'eau, on n'est pas vraiment. Il a dit que l'eau c'est une boisson, ça va bien finir. Si vous voulez que de l'eau, vous ne pouvez pas rassasier. Non, si on mange, si on veut manger. Ah, pas du tout, La boisson, Je vous raconter ma vie, moi depuis ce matin, j'entends rien manger. J'ai fait que boire de l'eau dans les différents endroits où j'ai enseigné, mais j'ai un peu faim. L'eau, ça rassasie pas. ça accompagne le repas. Voilà, vous dites comme Alona, exactement. Parce que si on fait que manger, qu'on n'a pas bu, on n'est pas vraiment rassasié comme si on mangeait. C'est pas qu'on n'est pas vraiment rassasié, c'est qu'on n'est pas acquitté de la salta, des sabata ou de la. Je vais vous dire, écoutez bien. Vous entendez? Vous entendez ou pas? Oui, oui. Les poskim ils disent ce qu'elle a très justement dit Alona et je ne sais plus qui d'autre, Léa aussi, vous avez dit. Le principe c'est comme ça, je vous l'écris comme ça, vous le retenez bien. Le principe c'est comme ça. Avant le principe. Si moi je ne connaissais pas le principe, moi je connais ces deux principes là uniquement, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit l'eau, ça ne vient pas pour rassasier, ça va pour accompagner le pain. Ça fait de la gadoue si je prends beaucoup de pain dans mon eau. D'accord? Donc je ne ferais pas ça. Donc l'eau, ça vient ni pour l'un ni pour l'autre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc tu devrais faire la bracha de chacun dessus. Et il y en a des maîtres il y a des rishonim, des maîtres de l'époque médiévale, comme on dit, des rishonim, qui disent que sur l'eau, on fait chacun pendant le repas. Ça vient ni pour l'un ni pour l'autre. Non, à la fin, les massins n'est pas posé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rishonim qui disent le principe que vous avez dit tout à l'heure, en hébreu je vous l'écris, En achila velo shtia. Ça veut dire quoi? En achila velo shtia. Ça veut dire on ne peut pas manger sans boire. C'est dur de manger sans boire. Ça veut dire quoi? C'est dur de manger sans boire. Moi je peux vous donner un exemple de la vie privée d'un homme. D'un homme, pas d'une femme, d'un homme. Un homme doit donner à manger à son bébé. Ça arrive parfois que c'est l'homme qui donne à manger. Bah oui. La maman, elle dit bon, il a fini le pot. Le papa, là, comme ça, un peu dans son étude ou dans ses affaires, mais pas très dans les gamines de la maison. Il dit, mais je te promets, il n'en veut plus. Il dit, mais quoi, c'est pas possible, il a bu à peine. Il a pris à peine du pot. Vas-y, donne-lui, fini. Bah, elle veut bien, je ne peux pas le forcer. Il veut pas. La mère, elle arrive, essaye de lui donner, il veut pas. Elle prend le rétexte nettement, il lui amène un petit peu à boire. Le bébé, il boit. Et puis après, il peut finir le pot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il ne sait pas qu'il n'avait pas faim, il avait encore faim, mais il voulait boire. Alors le père, il est un peu brêle, il ne comprend pas. La mère, elle a compris que si il a encore faim et qu'il ne mange pas, c'est qu'il a soif. En d'autres termes, ça veut dire, même quand on n'est pas bébé, que enachila beloshtia, ça veut dire que pour pouvoir bien manger, il faut boire. Tu veux bien manger, être tranquille dans ton repas, être bien, eh bien, il faut boire. Comment tu fais pour manger?
Comment tu fais pour être tranquille? Il faut boire. Vous suivez? Et donc quoi? Et donc quoi? Et donc, le fait de boire, ça vient au service du pain. Nous, on a dit tout ce qui vient au service du pain, il n'y a pas de bracha à faire. C'est quoi au service du pain? Ce qui vient pour rassasier, ce qui vient pour accompagner le pain. Ben, les Rishonim, ils disent, eh ben, ça inclut aussi l'eau. Puisque grâce à qui tu vas pouvoir manger beaucoup de pain? Grâce à l'eau. Donc l'eau, elle fait partie intégrante du pain. Donc nous, on en revient au principe de départ. Tout ce qui fait partie intégrante du repas qui vient accompagner le pain, c'est acquitté par le hamotzi. L'eau, elle fait partie intégrante du repas parce que c'est grâce à l'eau que je vais pouvoir manger du pain. Donc la bracha de hamotzi sur le pain, elle acquitte l'eau. Vous suivez? Oui. Maintenant, donc ça c'est la halakha. Donc halakha les maaseh, attention, halakha les maaseh, vous allez faire hamotzi, vous voulez boire un verre d'eau, ne faites pas de bracha. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que je vous ai dit, ce que vous dites, il y a des rishonim qui le disent, mais là ils ne sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui disent qu'il faudrait faire la bracha. Et le Shulchan Aruch, il ramène les deux opinions. Il y en a qui disent qu'on fait la bracha, il y en a qui disent qu'on ne fait pas. Maintenant, le principe qu'on va répéter pendant encore plusieurs fois, c'est brachot, c'est quoi? Quand on a un safek, certains rishonim disent oui, il faut faire la bracha, d'autres disent non, il ne faut pas faire la bracha. Safek, brachot, les hakel. Très bien, ça veut dire quoi? Quand tu as un doute dans les brachot, dans le cas du doute, tu ne feras pas la bracha. Vous suivez? Bien fait. Ça fait brachot les hakel. Et alors quoi, ça fait brachot les hakel? Et alors quoi? Pas de bracha. Ah, mais il y a des rishonim qui disent de le faire. Alors le Shulchan Aruch il vient avec un conseil. Le Shulchan Aruch il écrit Arotse leistalek min hasafek. Celui qui veut sortir du doute, il y a un conseil qui va lui être recommandé, lequel? Tu prends un verre d'eau avant de faire un motzi. Tu fais le sujet à col. Ne bois pas trop sinon tu vas rentrer dans les doutes, est-ce qu'il faut faire des fachot avant quoi? Bois une petite gorgette. Et puis tu as l'intention, comme ça, d'acquitter aussi l'eau que tu boiras pendant le repas. Du coup, il n'y a plus aucun problème. Si tu es posé comme les rishonim qui disent qu'il faut faire une bracha dans ce que tu bois pendant le repas, pas comme Alona, eh ben, j'ai fait la bracha avant le début. Avec l'intention d'acquitter ce qui accompagnerait le repas, une shumba. Et si tu me dis qu'il ne faut pas faire de bracha pendant le repas parce que ça accompagne le pain, pendant le repas, je n'ai pas fait. J'ai fait avant. Quand tu bois un verre d'eau avant d'avoir fait un motzi, c'est sûr que tu dois faire la bracha. Vous avez compris la logique? Oui. Et donc on a tout résolu. Maintenant, ce principe-là, il est écrit dans Shulchan Aruch. Ce principe-là, malheureusement, il y a peu de personnes qui le font. Peu de personnes. Moi, ce que je peux vous témoigner, c'est une chose, c'est qu'il y a peut-être 5 ans, 6 ans, depuis longtemps, on était dans cette salle, ni à Yechavedat, ni nulle part. Dans cette salle, on était. Les murs de la salle pourront le témoigner. On était invité un Shabbat dans le séminaire. Et il y avait la Souda Shlichit qui devait commencer. Souda Shlichit, donc il y avait Rav Luria qui était là aussi et moi aussi. Et avant qu'on ait fait un étude, il dit non, je vais prendre un petit verre d'eau, comme ça je fais chakol, comme ça il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'il a pris le réflexe. Avant de faire un motzi, d'abord on voit si on n'a pas un peu soif, on fait chakol. Maintenant, je peux vous dire, ça m'a marqué que Rav Luria fasse ça, parce que pas beaucoup de gens font ça. Cette coutume-là, c'est un Shulchan Aruch explicite. Celui qui veut sortir du doute, il faut qu'il le fasse. Les gens, ils le savent, mais ils ne prennent pas de réflexe. C'est dommage. Il y a des choses, pas chaud, une fois que ça devient réflexe, après, tu n'as même plus tellement besoin de réfléchir. Habituez-vous, avant de faire un motzi, de prendre un verre d'eau, de faire chez alcool, et comme ça, vous sortez du doute. Mais en tous les cas, si vous ne l'avez pas fait, et qu'on vous amène ensuite de l'eau pendant le repas, ou du coca, ou du jus d'orange, ou de l'orangina, vous ne faites pas la bracha dessus. C'est clair? Vous avez des questions sur ça? Alors moi, je vous pose une question. Moi, je vous pose. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave, moi, je vous pose. C'est vous ou moi. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on fait sur une glace? Ça commence déjà à devenir un peu compliqué. Marion, qu'est-ce que vous faites sur une glace? Vous êtes dans un repas de pain. Vous avez fait un motzi sur votre pain. Et en dessert, avant Birkat Hamazon, on vous amène de la glace. Réfléchissez bien, et répondez-moi. Chez alcool, parce que ça n'accompagne pas. Et ça rassasie pas. Ça n'accompagne pas et ça ne rassasie pas. D'accord. Tout le monde est d'accord avec Marion? C'est quoi la question? Quoi? Vous prenez après le repas, avant d'avoir fait Birkat, on vous amène de la glace. Est-ce que vous faites dessus chez alcool ou pas? Marion, elle dit oui. Déborah, vous dites oui. Peut-être que. Tout le monde dit oui? Vous posez la question, ça me dit non. Vu qu'on peut pas faire dorer les machins, peut-être alors. Le mieux, c'est de faire birkat. Si vous pouvez déduire de la façon dont je pose des questions, déduisez aussi alors le pourquoi et le comment. Le mieux, c'est de faire birkat. Au moins, ça range des brachot, du Peut-être mieux, c'est de manger la glace avant. D'accord? Avant le mieux, halakha. Ne m'embrouillez pas. Halakha.
Moi je dirais non. Chez Alcool, Hein? ça. Moi, je dirais non. Si, chez la Pourquoi non? Mais dis-moi pourquoi, ne me dis pas oui ou non. Parce que la glace, c'est pas comme un aliment. Je sais pas. Mais non, mais c'est-dire, c'est pas. Même pas pour Ça veut dire un c'est repas. alcool. Ça peut- C'est quoi? Si vous voulez? Pour moi, la glace, c'est pas comme un vrai un aliment. Quoi. Ah, c'est quoi? Oui, c'est plus. De quoi? On fait pas pour les vaches au soir. Moi j'aurais pas fait. Moi, j'aurais pas fait de brun. Qui aurait pas fait? Non. Et pourquoi? C'est obligé, tu manges quelque chose. Le riz aussi, Ça veut vous prendre la mangez soupe. pas de bracha. Si ça a fond, Si. c'est Très de bien. l'eau. Sur le riz. Et si ça a fond, ça Non, mais devient elle a comme de de l'eau, l'eau. ça fait pas le bracha. Quoi? De toute manière, elle fait pas le bracha. Non, si maintenant vous venez manger une de ces faire chez quoi dessus? Ah, mais oui, je t'ai dit. Ah, si on est C'est pas le Ah, si on n'est pas obligé de faire, Ouais, je pourquoi on comprends prend mieux le que vous. risque? Hein? Si on n'est pas obligé de faire, pourquoi on prend le risque? Parce que de toute façon, on va Mais faire c'est vous qui dites bien. qu'on n'est pas obligé. Moi, j'ai pas dit qu'on n'est pas obligé. Moi, je vous pose, est-ce qu'on est obligé ou pas? Vous dites non, vous m'expliquez pas tellement pourquoi. Une glace, ça peut prendre l'aspect de l'eau. Vous me dites non. J'ai dit, on fait. Mais tu Ah, peux ouais, pas excusez-moi, dire. vous faites. Très bien, excusez-moi, mettez là. J'ai dit, Vous voulez qu'on on fasse? n'est pas obligé parce qu'on va pas le faire. Et alors? Ah, ça rentre pas dedans. Ah, ça. Si vous mangez une pomme, vous allez dire je suis pas obligé que je vais faire le briquet vraiment. Si on Le n'est cas, c'est pas bracha rona. obligé, À Etz ou au Shakol, c'est bracha rishona. on est vraiment obligé si on mange une pomme après le repas de faire. Bien sûr. Obligé. Alors? Moi je m'en fiche encore. Non, mais vous me dites oui ou non. C'est pas... Oui. Heureusement qu'on ne joue pas au ni oui ni non, sinon vous aurez été embêtés. Dites-moi pourquoi, comment. Parce que ça compte pas le ça fait pas. Hein? C'est ça, ça rentre qu'elle a dit, dans les deux. Ça rentre dans aucun des deux. C'est pas une boisson, ça rentre pas. Donc vous dites oui. Vous êtes d'accord avec Mario? Donc celles qui disent oui, j'ai compris, d'accord. Non, celles qui disent non, parce que j'en ai plusieurs qui m'ont dit non. Parce que vous Comment avez vous posé la pouvez question. légitimer votre nom? Rachel, comment vous pouvez légitimer le nom? Pourquoi on ne ferait pas la bracha? Hein? Il y a un problème avec Berkane. Quel problème? Rachel? Non. Non. Rachel, pourquoi? Pourquoi on ne ferait pas la bracha? Hein? Ah, vous dites que oui, mais pourquoi on pourrait dire que non alors? C'est comme ça. Simcha, pourquoi on pourrait dire que non? Quoi? Pourquoi on pourrait dire Non, que moi non? je suis confiante à Bon, tout le monde est confiant alors? On l'a Moi réglé? non, moi je. Parce que c'est un dessert, c'est pas. Pour moi, Bon. pas obligé. Alors regardez, il y a un grand rave, Je suis sûre qu'il est dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Rabbi Yitzhak Yosef. Vous n'entendez pas de Rabbi Yitzhak Yosef? Il fait dur. Le Rabbi Yitzhak Yosef, lui, il a un grand chidouche. C'est vrai. Et je vous dis, c'est un grand chidouche. Il est sur la glace, on ne fait pas la bracha. Ouais, merci. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant que je vous dis que c'est lui, pourquoi? C'est pas parce que ça se mange trop doucement. Non, quel rapport? Bracha C'est Rishona, pas- c'est pas du temps. Ça veut rien dire, Vous avez raison, c'est bracha Ravona, ça. C'est pas comme si. Papa ne fachot, hein? Il dit parce que on a dit que sur les liquides, on ne fait pas la bracha. C'est ce que je t'ai dit. Sur Mais c'est l'eau, pas un liquide, on une ne fait glace. pas la bracha. Parce que avec c'est dit que l'eau. si ça fond. Oh, la glace, si tu la mets au soleil pendant quelques bonnes minutes Ça va devenir. et qu'elle est réussie cette glace, et ben au bout d'un moment elle va fondre. C'est ce que je dis. Et si elle fond, c'est un liquide. Et sur les liquides, on ne fait pas la bracha. Donc sur la glace que tu prends dans ton repas, c'est un peu comme un verre d'eau sur lequel on ne fait pas de bracha. Et c'est ce que. Ça, c'est Rabbi Yitzhak Yosef. Et si on la Vous acceptez ça ou pas? Oui, du tout, une glace Moi, je vous demande une chose. Vous êtes des Françaises? Une glace à l'eau, un glace. Si vous êtes des Françaises, je ne sais pas si vous êtes des Françaises, mais si vous êtes des Françaises, je vous demande de prendre un défaut typique des Français que vous n'avez pas et de le transformer en qualité que vous aurez des attachés. C'est quoi? Comment vous savez? C'est Madame Lauriat. Ah, mais c'est ça? Ah, ça va, je vois qu'on est dans la même longueur d'onde. Si, Donc, si, la glace, C'est pas. On est troublés là. On est troublés. Regardez, l'esprit critique. Qu'est-ce que vous allez dire, il faut avoir ça dans la Torah? Non, mais tu dis comme ça. C'est une mauvaise idée. Ah ouais, les Français ils font ça. Maintenant, moi je vous demande, moi je dis que c'est une très bonne mida. C'est une très bonne mida dans la Torah. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi je dis que c'est une très bonne mida dans la Torah? Parce que un Bachou Yeshiva, par exemple, qui veut devenir un Talmid Chacham, si tout ce qu'on lui dit, il gobe, ah d'accord, ouais, c'est joli ce que vous dites. L'autre il dit, ouais, c'est joli. Il n'y aura pas Talmid Chacham. Pour être Talmid Chacham, il faut dire, ah bon, c'est vrai, et comment ça s'arrange avec ça, et comment ça s'arrange avec ça, et qui me dit que c'est vrai, et qui machin, et qui truc. Il y a une fille qui m'a appelé hier, une fille qui est en Chidour depuis quelques temps, et puis elle me dit, on va proposer quelqu'un, c'est un responsable de Tchouva, ça fait 3 ans qu'il a fait Tchouva, machin, je lui dis, bon, très bien. Alors je lui dis, c'est quoi le problème? Enfin, je lui dis, elle me demande des conseils. Elle me dit, le problème c'est que tout ce qu'il va voir, je vais dire, ouais, c'est joli, ouais, je t'abarre chez moi, Baruch Hashem, machin. Alors, je dis, bon, ben, c'est sympathique, que quelqu'un qui est capable de s'émerveiller. Je dis juste vérifier que ça ne provienne pas un peu de gaminerie, quoi. Parce que quelqu'un qui est trop autour, ah, c'est beau, machin, genre,
vous lui racontez une bêtise, il dit waouh, c'est extraordinaire ce que tu as dit, ouais, ça fait un peu. Donc, si vous voulez pouvoir grandir en Torah, il faut avoir un peu esprit critique. Si je vous dis un truc et que vous ne comprenez pas, je n'ai pas dit qu'il faut dire non, c'est du n'importe quoi, c'est shalom. C'est le mauvais esprit critique. Mais il faut dire comment ça se fait, comment ça s'arrange avec ça, pourquoi toi vous avez dit ça. Là. Et plus vous allez comme ça essayer de bien réfléchir, essayer de comprendre, ne pas tout gober, plus ça va marcher. En dehors du fait qu'aujourd'hui, dans notre génération, et c'est très particulier à notre génération, on est chayav d'avoir esprit critique. On est chayav. Parce que, Baruch Hashem, vous êtes dans un bon séminaire, vous avez des bons rabbanim qui sont choisis à la loupe et au microscope. À part moi si j'avais été choisi à la loupe, on ne m'aurait jamais pris ici. En tous les cas, à part moi, les autres rabbanim, ils sont bien pris, ils sont bien choisis. Vous avez des rabbanim talmidei chachamim. Je sais exactement comment le Rav Uriah il cherche ses rabbanim. Une fois, il m'a demandé, vous n'avez pas un rave que vous connaissez pour le séminaire il y a très longtemps? Je dis, prenez Rav Intel. Il m'a dit, non, je t'ai pas dit un conférencier. Je t'ai dit, un rave. Je dis, voilà, il parle bien, machin. Moi, je veux un rave, quelqu'un qui toute sa journée étudie la Torah, par les moments où il donne des cours, qui soit talmid chacham. Baruch Hashem, c'est ce que vous avez dans votre séminaire. Vous n'avez pas des conférenciers qui ne croient pas un mot à ce qu'ils disent et qui ont juste appris à bien parler en faisant des blagues gestuelles. Vous avez des gens qui croient en ce qu'ils disent, etc. Mais on est dans un monde, il faut savoir, et si vous n'avez pas l'esprit critique, vous ne le saurez pas. On est dans un monde dans lequel il y a tellement de charlatans, il y a tellement de gens tordus qui se disent être raves et rabbanim, avec des longues vestes et des grands chapeaux, que, Pachout, si on n'a pas l'esprit critique et qu'on croit et qu'on gobe tout ce que tout un chacun nous raconte, eh ben, on met notre vie en danger. Donc ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il faut avoir l'esprit critique. Ce Motzei Shabbat, je suis en train de m'occuper d'un couple, je reçois un coup de fil. Un coup de fil d'une rabbinite de Beit Vagan. Elle m'appelle. Elle me dit, je vous dérange? Je lui dis, moi je fais qu'un couple, c'est urgent. Elle me dit, oui, c'est très urgent. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, regardez, il y a un couple qui a des problèmes de Shalom Bayit. Ils sont mariés depuis moins d'1 an. Et Pachout, j'ai voulu essayer de commencer à m'occuper d'eux. C'est très bien pour la cavote. Elle me dit, non, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ce couple-là, l'un de leurs proches parents a été voir un rave de Bnei Brak. Et ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Un couple qui est marié depuis moins d'1 an, et il y a des graves problèmes de Shalom Bayit. Maintenant, ce que j'ai oublié de vous raconter, Rav, c'est que au moment de la choupa, quand il y a eu la choupa, il y a moins d'1 an, ce mariage, il y avait une personne qui était près de la choupa qui a beaucoup pleuré. Beaucoup plus que la normale. Beaucoup pleuré. Donc la personne, là, le proche parent du couple qui a un problème, ils ont été voir le Rav de Bnei Brak, et ils ont dit, voilà Rav, regardez, il y a un problème, le couple il ne s'entend pas. Au passage, il raconte le truc qui n'a aucun rapport avec le fait que quelqu'un a pleuré dans la choupa. Et le Rav, il aurait dit, alors regardez, le couple il doit divorcer. Et puis, qui recommence le shidour depuis le début. Genre, le couple, on est divorcé, on n'est plus mari-femme, chacun va habiter dans son coin, et puis on fait le shidour, il me l'a petit il t'appelle. Ah ouais, d'accord, c'est pas un an qu'ils sont mariés. D'accord. Maintenant, maintenant, elle me dit, moi, je suis un peu choqué de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai écouté, est-ce que vous me dites que c'est Rav Nissim Karelitz qui a dit ça? J'ai rien à dire, j'ai juste peut-être besoin de comprendre, mais j'ai rien à dire. Si vous me dites que c'est Rav Chaim Kanievski ou Rav Steinman de Bnei Brak qui ont dit ça, mais si vous me dites que c'est un charlatan, Mekoubal, qui ne connaît pas un mot ni de halakha, ni de chasse, poskim, rien du tout, et qui invente des histoires complètement tirées par les cheveux, ce qui ne manque pas aujourd'hui, eh bien évidemment que je vous dirais que non. Maintenant, légitimer ce qu'il a dit, vous savez, moi je peux, hein. Je connais assez de Torah pour légitimer ça. Le Pelevet dit qu'il y a une mitzvah de divorcer. Vous savez, il est écrit dans la Torah, Vekatav, là c'est faire kéritut. Il y a une mitzvah de donner, c'est-à-dire que si quelqu'un il a fait toutes les mitzvot dans sa vie, il n'a jamais divorcé, il lui a manqué une mitzvah. Alors le Pelevet s'y proposerait, pourquoi pas, de divorcer, condition de se remarier après. Comme ça, moi, on accomplit cette mitzvah. Mais personne ne fait ça. C'est le ridouche du Pelevet, personne ne fait ça. Donc c'est quoi ces conseils complètement ridicules, débiles, qui veulent rien dire? Aujourd'hui, on est dans un monde, je vous promets. Et ne croyez pas qu'il faut se fier par rapport à combien de gens ils sont connus. Il y a des gens qui sont très connus, mais ils disent des lourdeurs les unes après les autres, gravissimes. Des mecs, Hachem Yerachem, Hachem Ishmor. Pachout, moi, j'écoute pas la radio, je suis pas du tout dans les inyanim. Quand il y a des réunions de rabbanim, je suis le premier à essayer de ne pas venir parce que je sais pas que ça à faire. Je préfère étudier la Torah. Je vous promets, je suis pas dans les inyanim. Mais on me rentre dans tellement de trucs, en tant que rave, de trucs à mon insu, j'ai pas envie. Combien de lourdeurs j'entends jour après jour. Il faut faire attention. Il y a un couple, ils étaient mariés aussi 1 an, quelque chose comme ça, 1 an et demi. Et puis ils s'entendaient pas bien. Ils ont été voir un rave de Paris, je ne vous dirai pas qui, si je vous dis son nom, je suis sûr que vous le connaissez, qui se dit être un Mekoubal. Ils ont été le voir, ils ont dit voilà, rave, on ne s'entend pas, qu'est-ce qu'on doit faire?
Moi, personnellement, s'il y avait un couple qui était venu me voir, qui me disait on s'entend pas, on va divorcer, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dit vous venez me voir tous les deux dans mon bureau, on discute, on réfléchit, on essaie de faire avancer les choses. Une élève très proche d'un des séminaires, qui s'est mariée il y a quelques mois, était à 2 doigts du divorce, J'étais obligé de lui expliquer, mais non, vous n'êtes pas divorcé pour ceci. Je m'occupe d'eux, au prochain il y a des miracles. Maintenant, ils vont presque bien. On vient de commencer le typo. Tu vas pas stam jeter un oui ou un non, il faut divorcer ou machin. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi j'ai un site de Torah. Sur mon site, il y a plusieurs fois des gens qui me posent des questions. Des femmes qui me posent leurs questions en 10 lignes. Voilà la situation, est-ce que je dois divorcer ou pas? Alors, le pire, c'est que j'ai déjà vu dans d'autres sites des rabbins qui disent oui. Fou quoi, 10 lignes qu'on te raconte, tu dis qu'il faut divorcer, mais c'est un manque de responsabilité terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire très attention à la façon dont on fonctionne. Maintenant, pourquoi donc ils ont été voir ce Rav de Paris en demandant, et je le connais très bien, cet homme-là qui a divorcé, après il s'est remarié. Ils ont demandé au Rav, est-ce qu'on doit divorcer ou pas? Le Rav, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai besoin de voir une photo de mariage. Amenez-moi une photo de mariage. On a amené une photo de mariage, on s'est dit le bonhomme, il a regardé le khatan et la kala. Qui est-ce qui lui a autorisé de regarder une fille? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, visiblement, ça ne le dérange pas. Il a regardé la tête du khatan, la tête de la kala. Il a dit, vous n'êtes pas compatible, il faut divorcer. Ils ont divorcé. Quelques semaines après, ils ont été voir, ils ont divorcé. Le khatan lui-même, celui qui a divorcé, il a été voir le Rav Ovadia. Il a raconté au Rav Ovadia, regardez, Rav, voilà, j'ai divorcé, machin. Il dit, ah, ok, va, il garage ta. Alors il dit, regardez, j'étais voir un Rav Mekoubal. Et il nous a demandé de voir une photo. Il a regardé, il dit, sur la photo, qu'on n'est pas compatible. Le Rav, il s'est mis en colère. Et c'est quoi ces charlatans là? Ils se jettent mes Mekoubali, ils ne savent pas un mot, comme ça on fait divorcer les gens, machin. Il était hyper en colère. Non, ce genre d'histoire-là, il y en a tellement. Tellement de personnes. Plein de fois, vous allez voir un Zarma Mekoubal. Sachez que plein de fois, le minimum du minimum des Khotichoud, elles ne sont pas respectées. Il fait un apporte-à-clé, sans aucun machin, sans aucun truc. Et après, on s'étonne que tous les quelques mois, il y ait des nouvelles histoires qui sortent, de problèmes, de femmes qui ont été ceci et cela par des... Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc c'est pour ça que c'est l'esprit critique, puisque je vous parlais de ça, et que ça me tenait à cœur de vous l'avoir dit une fois. Il faut avoir l'esprit critique. On ne peut pas tout gober, on ne peut pas tout accepter. Quand parfois on entend quelque chose, un discours qui a l'air bizarre, aujourd'hui il y a plein de gens avec tous les vêtements durables et tout, qui tiennent des propos de véritable apicorsout. Il faut faire attention. Ici vous êtes dans un endroit protégé par Hachem, parce que vous avez un roche qui est le Rav Ouré et son épouse, qui sont des vrais Talmidei Chachamim, qui reniflent immédiatement l'odeur de l'apicorsout et du mal, etc. Mais sachez, dès que vous allez sortir un tout petit peu, vous êtes dans un endroit un tout petit peu moins protégé, il y a des gens très bizarres qui vont vous attendre. Il va falloir que vous sachiez. Donc l'esprit critique, pour une vie de Torah, c'est quelque chose d'important. Sans rigoler. Sans rigoler. Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis. Faites attention. Et tous les jours, j'en ai des histoires comme ça. Faites attention. D'accord? Faire attention. Maintenant, ce que je voulais vous dire. Donc l'esprit critique, il est important. Donc, si vous devez avoir l'esprit critique, dans la halakha aussi, il faut que vous l'ayez. Ça veut dire que vous entendez quelque chose qui a l'air bizarre, mais demandez-vous pourquoi, comment, quoi. Moi je vous amène maintenant un psak. Rav Yitzhak Yosef il dit sur la glace, on ne fait pas la bracha parce que la glace, si tu la laisses longtemps, elle va fondre, ça va devenir un liquide. Or sur les liquides, tout le monde s'accorde pour dire on ne fait pas de bracha. Est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous avez l'esprit critique? C'est du logique. Comme si je prends par exemple un verre de coca, je le mets au congélateur, il va Bon, si on me dit que c'est logique, Haouda, je vais répéter qu'il faut avoir l'esprit critique. Ça dépend de la Je ne dois pas vous dire que c'est logique. Je dois me dire. Les gâteaux de chocolat, ils n'ont pas de l'eau aussi, je pense. Quoi? On prend une glace qui n'est pas à l'eau, et elle peut fondre, c'est pas de Ça l'eau. dépend comment on Sur mange la soupe soupe. aussi, c'est les présentations. On peut boire du jus de Puis banane. au moment où je la prends, elle n'est pas liquide, alors on s'en fout, on dit elle peut D'accord. fondre. On l'a pas créé pour se manger liquide, on l'a créé pour se manger solide. Quand il y a le 2 dans la couleur. Mais c'est liquide. Quoi? Je vais vous dire, moi je pense que ce chidouche à nouveau. Tout à l'heure je vous ai dit le grand chidouche de Rav Mordechai Eliyahu, maintenant je vous dis le grand chidouche de Rav Yitzhak Yosef. À mon avis, c'est très difficile d'accepter ce chidouche. Je ne suis pas le seul, hein. La plupart des poskim, même son frère le Rav David Yosef, il dit à Rav Yitzhak Makesher, c'est un chidouche qui est très difficile à comprendre. Pourquoi il est difficile à comprendre ce chidouche? Vous savez pourquoi? Parce que, comme vous avez dit, c'est pas qu'il y a une xérat à Katouf, c'est que le liquide, on a décidé que dessus il n'y a pas de bracha à faire. C'est pas ça. Il y a une raison à tout. La raison du liquide, c'est parce que c'est grâce au liquide que je peux mieux manger.
Donc c'est vrai que quand dans ton repas, tu vois que t'es un peu bourré, tu prends un peu d'eau, ça t'aide à mieux manger. Quand tu commandes un coca, même si le coca ça bourre encore plus, c'est pas grave. T'as faim, quand tu as faim, t'as soif, quand tu as mangé, t'as soif, t'as envie. Donc c'est ça, c'est dans ce but-là que ça vient, que c'est présenté. Maintenant, une glace, même si tu me fais la philosophie pendant 1 heure, que si tu laisses, ça va fondre. D'abord, maintenant, elle n'est pas fondue. Tu la manges pas en tant que fondue, c'est ce que vous avez toutes dit. Maintenant, c'est pas fondu. Ici, c'est pas fondu, c'est pas un liquide. Et même si tu dis que c'est un liquide que tu manges en tant que quoi? Alors, si vous me parlez d'un milkshake, vous me demandez est-ce que sur un milkshake, on la met en tant que dessert pour faire chacol ou pas? Moi, j'aurais tendance à vous dire que oui. Je comprends que ceux qui vont vous dire que non. Parce que malgré tout, c'est vraiment un liquide. Alors, c'est vraiment un liquide, va savoir dans quel. Il y a des gens qui prennent leur milkshake pendant le repas, par exemple, en guise d'eau. Donc, milkshake, c'est une bonne question et c'est une marloquette. Mais si vous me demandez une glace, moi, ça fait aucun doute. Si vous me demandez, par exemple, une glace à l'eau, une espèce de Mr. Freeze, un truc comme ça je peux comprendre ceux qui vont dire qu'il ne fait pas de bracha. Alors, Ben Soma en plein aussi, d'accord. Sur ce genre de glace, il ne fait pas la bracha. Sur une vraie glace comme ça, chalavit, avec du riz, une vraie glace. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la bracha. Personnellement, en tous les cas, et ce que la plupart des poskim, on va vérifier, on va voir ce que la plupart des poskim disent, c'est que sur ce genre de glace, on doit faire la bracha. Alors on fait ça. Mais ça veut dire Mr. Freeze, c'est pas de l'eau. Hein? Non, mais ça traduit ça. Tu le manges, ça traduisait pas comme de l'eau. Justement. Et à quoi? Bon, oui, si vous voulez dire. Et pour les, vous avez dit les glaces au lait aussi, on peut avoir. Bien sûr. Donc, de toute À manière, part Rabbi Yitzhak Yosef, sinon la coutume, et que le psaque, c'est de faire. Rabbi Yosef, il dit, notre père, il faisait la bracha. Elle dit sur les liquides, on peut avoir. Sur le liquide, non. Mais sur la glace, oui. La glace, c'est pas liquide. On a dû quand même à fond. Encore une fois. Si vous me demandez qu'est-ce que Rabbi Yitzhak Yosef il dit, j'essaye de vous expliquer de la façon la plus précise, la plus intelligente possible. Il dit que puisque la glace, elle va fondre, donc ça rentre dans la famille des liquides, or, dans un repas, on ne fait pas la bracha sur les liquides, sur l'eau. Donc, on ne fait pas de bracha sur la glace. Bon, vous me demandez, est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que la plupart des poskim ont retenu cette opinion? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Est-ce que c'est compréhensible à Dassof? Non, c'est un peu dur à accepter. Pourquoi c'est un peu dur à accepter? Parce que, comme je vous ai dit, nous, d'abord, on ne le prend pas en tant que liquide, on le prend en tant que solide. On ne le prend pas pour aider à accompagner, on le prend en tant que dessert, etc., etc. Vous avez compris? Vous avez des questions sur ça? Hein? Non? Alors, il nous reste encore quelques minutes. Alors, encore quelques trucs importants. Il y a des points très importants mais qui vont prendre un peu plus de temps, donc je préfère les laisser pour après. Il y a un concept. Si je vous pose la question, le café en fin de repas. Je viens prendre en fin de repas un café. Ça vous arrive à toutes? Un déca. Oui. D'accord. Donc à la fin du repas, vous prenez un déca. Vous avez fait un motzi. On vous a amené d'atrina, vous n'avez pas fait de bracha, ça vient pour rassasier. On vous a amené de chouchouka, vous n'avez pas fait de bracha, ça vient pour accompagner le pain. On vous a amené de la je sais pas quoi, vous avez. D'accord. On vous a amené une pomme, vous avez fait la bracha, c'est pour réparer. Parce que ça vient ni pour rassasier ni pour accompagner le pain. On vous amène un kawa. La bracha dessus ou pas? Oui, non, c'est un liquide dans ce cas-là. C'est un liquide. Sur lequel on fait la bracha, on ne fait pas. Non. On ne fait pas. Alors je vais vous dire, il y a un grand safek dans les poskim. Il y a un très très grand safek dans les poskim. À la fin des massés, d'abord je vous dis comme ça, je vous rassure, vous avez raison, on ne fait pas la bracha. Mais il y a un grand safek qui est rapporté par le Ben Ishraï, qui est rapporté par le Chafetz Chaim. Il y a un très grand doute qui subsiste dans les poskim. C'est quoi ce doute? Ce doute, c'est de savoir, comme le café il vient pour digérer, comme on appelle ça, un digestif, il vient pour digérer. Il y a des poskim qui ont voulu dire qu'il faut faire la bracha dessus. Attends. Je vous dis ce qu'ils disent les poskim. Les poskim disent comme ça vient pour digérer. Donc il y aurait c'est vrai que c'est liquide. D'une part c'est liquide, mais d'autre part ça vient pour digérer. Écoutez bien. Avant votre esprit critique, parce que là je vois que vous arrivez à fond avec, une minute, et vous avez raison, c'est là que je vais en venir. Avant d'en arriver avec votre esprit critique, d'abord j'ai quelque chose. Les poskim disent comme ça. Si vraiment ça venait pour accompagner le pain pour que tu puisses plus manger, alors là effectivement, tu ferais pas la bracha dessus, ça vient pour accompagner le pain. La bracha d'amotzi, elle a quitté ton shakol. Mais puisque souvent quand on le prend, c'est pour digérer. Donc du coup, eh ben, il faudrait peut-être faire la bracha. On a un doute, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait les brachot, les hakem. On a un doute, certains disent oui, certains disent non, tu ne fais pas la bracha. Mais celui qui veut s'acquitter d'après tout le monde, vient le Chafetz Chaim et dit qu'il prenne un petit bonbon, qu'il passe chez Alcool, en ayant la kavana d'acquitter
le café. Cette coutume, vous allez toute la prendre, je pense. En plus, c'est un bon bonbon, vous allez toute la prendre. Ça veut dire que tu prends quelque chose dont tu es sûr que tu peux faire chacol dessus, ça veut dire un bonbon, un peu de sucre, quelque chose qui... Comme ça, tu quittes ton café. Ça, c'est ce qui est écrit. Donc, quand en fin de repas, vous prenez un café pour digérer, mais caradine, vous ne faites pas le bracha. Si vous voulez très bien faire, prenez un petit bonbon, un petit morceau de sucre, un chewing-gum, quelque chose sur lequel il faut faire chacol. Vous faites chacol et vous le quittez. Maintenant, moi, ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce qu'il y a ici de bizarre? Alors, Odélia, elle dit quelque chose de très bizarre ici. Qu'est-ce qui est bizarre? Nous, on a dit que tout ce qui vient au service du pain, c'est inclus. D'ailleurs, il y a un exemple qu'on n'a pas encore donné, qu'on donnera. Les apéritifs, par exemple. Beaucoup de poskim veulent dire, on y reviendra, parce que là, on ne va pas avoir le temps, mais juste pour vous dire d'abord dans les grandes lignes. Imaginez qu'en début de repas, on m'amène un apéritif. D'accord? J'ai fait un motzi, on m'amène maintenant un apéritif. Est-ce que je dois faire la bracha dessus ou pas? Beaucoup de poskim qui disent, mais non, l'apéritif, il vient pour ouvrir l'appétit. Tout ce qui vient pour ouvrir l'appétit, ça rentre dans le cadre du pain. Pourquoi? Ouais, vous voyez bien pour l'eau. Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas la bracha sur l'eau? C'est que l'eau, elle te permet de mieux manger. Donc, attendez, donc tout ce qui vient pour m'aider dans le cadre du pain, tout ce qui vient au service du pain, on a dit que non. Donc, de la même façon qu'on dit que d'ouvrir l'appétit, ça vient au service du pain. Donc, c'est une raison pour dire que quoi? Qu'il n'y a pas de bracha à faire. De la même façon, on devrait dire que le fait que ça vienne pour digérer le pain, c'est pour le service du pain. Et donc, il n'y aurait pas de bracha à faire. C'est-à-dire, pourquoi la raison qui s'appelle digérer, en d'autres termes, qui s'appelle venir au service du pain, pourquoi ça serait ici une raison de dire qu'il faut faire la bracha? Au contraire, ça devrait être une raison pour dire qu'on ne doit pas faire de bracha. C'est la question de Léa. J'ai bien posé? Ouais. Alors, c'est quoi la réponse? Non, mais moi je disais le café. Enfin, je disais que le café, on mange plus avec le café. Et alors? Ça accompagne pas le pain? On mange plus le pain? Ça ne vient pas au service du pain. Si vous demandez au pain, est-ce que ça te rend service qu'on ouvre l'appétit? Il va dire oui. Sinon, ça te rend service qu'on puisse moins bien te digérer tranquille. Il dira non, c'est au service du pain. C'est pour le pain, ça rentre dans le cadre d'un repas de pain. Non? Mais vous dites bien, il faut aller jusqu'au bout juste de l'idée. À mon avis, hein, moi je vous dis, j'ai vu personne poser cette question. À part Odélia, on est les deux premiers à poser cette question. Mais c'est quoi la réponse? La réponse, à mon avis, c'est ce que vous dites. Ça veut dire quoi? C'est vrai que, philosophiquement parlant, on pourrait dire que le pain, que digérer, ça vient au service du pain. C'est vrai. Le service du pain, c'est que quand tu as fini, bah, tu veux digérer. Mais c'est pas ça le service du pain. Le service du pain, c'est de t'aider à bien manger. Quand tu ouvres l'appétit, tu permets d'ouvrir l'accès au pain. Tu dis bienvenue au pain. Donc là, c'est vraiment un service du pain. Donc quand tu dis j'ai fini mon repas, je veux bien digérer le pain. Moi, c'est ta vie, j'ai envie de digérer le pain, c'est ton problème. Vous comprenez? Tu as envie de digérer le pain, d'accord, mais c'est pas au service du pain. Ça ne vient pas aider le pain, au contraire. Pas exactement. Au contraire, quand tu viens digérer, c'est pour dire au revoir le pain. Donc de dire au revoir au pain, tu peux pas dire que de dire au revoir au pain, ça s'appelle être au service du pain. Vous comprenez? Donc, halakha les maaseh, venez on résume ce qu'on a dit aujourd'hui. On a dit aujourd'hui qu'il fallait d'abord faire beaucoup de révisions. Hein? Donc on fait chacun sur le thème. Donc on fait pas. Non, les maaseh on ne fait pas parce que, comme ça fait que votre faute laquelle. Donc venez on fait un résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui. D'abord on a commencé l'histoire de la matzah. Toute pâte à pain qu'on rentre dans le four pour que ça devienne très croustillant, et ben cette pâte là, bien que c'est une vraie pâte à pain, donc il n'y a ni sucre, ni lait, ni rien du tout, ça devient maisonnote. Maintenant, l'exemple même, c'est la matzah. Le seul problème de la matzah, c'est que c'est aussi un contre-exemple, parce que pendant Pessah, on fait dessus un motzi. Pourquoi pendant Pessah, on fait dessus un motzi? Parce que c'est ça le pain de Pessah. D'accord? Ça le pain de Pessah. Après Pessah, ça redevient maisonnote. Les Ashkénazim, ils font toute l'année, parce qu'ils disent si à un moment donné c'était un motzi, ça restera un motzi pour toujours, irrévocablement. Ça, c'était en ce qui concerne ça. En ce qui concerne les halachot d'un repas de pain. Quand j'ai fait un motzi sur un repas de pain, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut tout ce qui vient pour rassasier. Et accompagner. Ça inclut tout ce qui vient pour accompagner le pain.